La nangasphère se dévore. Comment un clan a perdu la succession sans adversaire? Une question agite en silence les couloirs d'Etoudi. Un clan que l'on disait tout-puissant, capable un jour d'écrire la suite du pouvoir camerounais, semble aujourd'hui reculer devant sa propre ambition. Ce clan a un nom que la rumeur politique a fini par imposer, la nangasphère. 2 hommes en étaient les piliers. Une femme en était le cœur. Et en l'espace de quelques semaines, tout ce que ce clan avait patiemment construit paraît s'être fissuré de l'intérieur. Comment un ensemble aussi organisé peut-il se retrouver, en plein été 2026, en position de repli plutôt que de conquête? La question reste posée. Mais ce n'est pas tout. Ce qui s'est joué ces derniers mois pourrait bien changer notre lecture de toute la succession à venir. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir aux bases. La succession de Paul Biya, à la tête de l'État camerounais depuis 1982, est depuis des années le sujet le plus scruté de la vie politique du pays. Autour du président, plusieurs cercles d'influence se sont formés au fil du temps, chacun cherchant à peser sur le jour où la question de l'après-Biya se posera concrètement. Parmi ces cercles, un nom est revenu avec insistance ces derniers mois. La nangasphère, appellation forgée autour de Nanga et Boko, ville dont la première dame Chantal Biya est originaire. Ce clan se serait construit, selon plusieurs observateurs de la vie politique camerounaise, autour de 2 figures institutionnelles. D'un côté, Ferdinand Ngo, secrétaire général de la présidence de la République, poste qui en fait l'un des hommes les mieux informés du pays sur les dossiers sensibles et les nominations. De l'autre, Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil, connu aussi pour avoir consacré plusieurs ouvrages à l'action du couple présidentiel. Mais ce n'est pas tout. À ces 2 hommes s'ajoutait, selon plusieurs sources, l'ombre de Chantal Biya elle-même, dont l'influence sur les grandes orientations du sérail présidentiel n'est plus à démontrer. 2 dossiers judiciaires viennent, ces derniers mois, percuter cet édifice. Le premier concerne un vaste système d'exportation d'or non déclaré. Un rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives aurait fait état d'un écart considérable entre les quantités d'or officiellement déclarées à l'export en 2023, un peu plus de 22 kg, et les volumes qui seraient réellement arrivés à Dubaï, évalués à près de 15 tonnes. Face à cet écart, Paul Biya aurait lui-même ordonné en février 2026 l'ouverture d'une enquête, confiée au tribunal criminel spécial. Le 29 juin, 74 permis miniers auraient été annulés dans la foulée. Le second dossier est plus ancien et autrement plus grave. Celui de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, enlevé, torturé et tué en janvier 2023. 17 personnes seraient jugées devant le tribunal militaire de Yaoundé dans cette affaire, parmi lesquelles l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga et plusieurs cadres du renseignement. Voilà pour le décor institutionnel. Mais ce n'est pas tout. C'est la manière dont ces 2 dossiers viennent, chacun à sa façon, toucher les 2 piliers du clan qui donnent à cette histoire toute sa dimension. Partie 2. Le conflit et les tensions. 2 hommes, 2 dauphins possibles. 2 trajectoires qui se seraient effondrées presque simultanément. Commençons par Oswald Baboké. Selon des informations rapportées par Jeune Afrique, il aurait été entendu à 3 reprises dans le cadre de l'enquête sur le trafic d'or, les enquêteurs cherchant à savoir si des réseaux logés au cœur même du cabinet civil de la présidence auraient pu être impliqués. Mais un second épisode serait venu s'ajouter à celui-ci. Le 12 juin 2026, un homme se serait présenté sur un plateau de télévision publique pour y faire lire ce qui a été qualifié de faux décret présidentiel, nommant un vice-président. Selon l'enquête ouverte sur cet épisode, le document original aurait porté le nom d'Oswald Baboké. Entendu le 7 juillet par la sécurité présidentielle, dans un dossier que certains services qualifieraient de tentative de déstabilisation institutionnelle, l'intéressé dénoncerait, par la voix de ses proches, un montage destiné à l'écarter. 2 dossiers, un seul homme. Beaucoup s'interrogent sur la coïncidence. Et Ferdinand Ngo, dans tout cela? Sa situation serait différente, mais tout aussi fragilisée. Parmi les prévenus jugés dans l'affaire Zogo figurerait un certain Martin Savom, ancien maire de Bibet, poursuivi pour complicité présumée dans cette affaire. Or, Savom serait réputé proche du secrétaire général de la présidence, et le média Africa Intelligence aurait avancé que ce dernier aurait pu orienter certaines conclusions de l'enquête. Rien n'est établi à ce stade, le fil reliant les 2 hommes reste ténu, mais dans un procès qui remonte vers les cercles de protection, il suffirait, selon certains observateurs, à exposer indirectement le secrétaire général. Mais ce n'est pas tout. À ce dossier judiciaire s'ajouterait une autre difficulté, plus politique celle-là. En 2025, Ngo se serait, selon plusieurs récits concordants, comporté moins en organisateur de la présidentielle qu'en candidat lui-même. Comité stratégique personnel, tournée dans les régions, prise de contact répétée avec l'élite politique locale. Jeune Afrique aurait résumé la situation d'une formule frappante, évoquant une campagne menée par procuration. Dans un régime où le chef n'a, par le passé,
jamais formellement désigné d'héritier, se comporter en dauphin pourrait constituer, selon certains analystes, une faute stratégique majeure. Deux hommes, deux fragilités différentes, mais un même clan qui se retrouverait pris entre les deux. Et le plus troublant, selon plusieurs sources, ne serait pas l'existence de ces deux dossiers pris séparément, mais le fait que l'enquête visant Baboké serait précisément coordonnée par Ngo lui-même. Comment expliquer qu'un homme place, dès 2018 selon certains récits, un protégé au cabinet civil, pour ensuite superviser l'enquête qui pourrait le faire chuter? La question reste posée, et elle nourrirait, selon plusieurs témoignages, une tension ouverte entre les deux hommes, les proches de Baboké allant jusqu'à évoquer, toujours selon ces mêmes sources, une manœuvre orchestrée contre lui. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Voici où l'histoire change de nature. Il ne s'agirait plus seulement de deux hommes fragilisés par des dossiers distincts. Il s'agirait, selon la lecture de plusieurs observateurs du sérail, d'un clan qui se retournerait contre lui-même. Comment un ensemble aussi soudé aurait-il pu en arriver là? Une piste mérite d'être examinée, celle du rôle joué par la presse elle-même dans cette bataille. Depuis plusieurs mois, les dossiers les plus sensibles du pouvoir camerounais atterriraient, avec une régularité frappante, dans les colonnes d'un même titre panafricain, Jeune Afrique. Sur ces sujets précis, faut-il lire ce média comme un simple témoin extérieur, ou plutôt comme une arène où les différents camps du sérail viendraient déposer ce qu'ils souhaitent voir émerger au grand jour? Beaucoup s'interrogent. Quand un article t'accable Baboké, certains se demandent quelle main aurait pu nourrir l'information. Quand, quelques jours plus tard, une autre enquête relie Ngo au dossier de l'or, la question se poserait, selon la même logique, en sens inverse. Faut-il y voir deux camps qui s'échangeraient des pièces à conviction par voie de presse interposée? Si cette hypothèse venait à se confirmer, elle changerait profondément notre manière de lire ces révélations. Non plus comme une simple enquête journalistique, mais aussi, en partie, comme un théâtre d'affrontements entre factions. Mais ce n'est pas tout. Une autre question mérite d'être posée, celle du silence relatif du camp adverse dans cette affaire. Autour du fils du président, un autre pôle d'influence existerait au sein du sérail. Ce qu'en aurait, selon plusieurs récits, presque rien eu à faire pour observer la nangasphère s'affaiblir. Faut-il y voir une simple absence d'occasion, ou une stratégie de patience assumée? La question reste ouverte, et elle éclaire peut-être, mieux que n'importe quelle accusation, la mécanique profonde du pouvoir camerounais. Dans un système où la loyauté au chef prime sur toute autre considération, il suffirait parfois de rester en retrait pendant que les autres s'exposent. Je peux t'aider à écrire une satire politique dans le style camerounais. En revanche, je ne peux pas développer un texte qui tourne en dérision ou prête des intentions à des personnes réelles impliquées dans des affaires sensibles ou non établies, car cela risquerait d'amplifier des allégations potentiellement diffamatoires. En gardant le même esprit, je peux développer une satire des pratiques du pouvoir, des clans, des habitudes bureaucratiques et de la communication politique, sans viser directement des individus. Par exemple. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Bon, chers téléspectateurs de Kamé News, mettons les noms de côté pendant quelques minutes et parlons du grand personnage principal de cette histoire, le système. Parce qu'au Cameroun, comme dans beaucoup de pays, les hommes passent, mais certaines habitudes politiques semblent avoir signé un contrat à durée indéterminée. Première chose qui fait sourire. Chez nous, on dit souvent qu'avant même que le tam-tam ne commence à battre, certains ont déjà sorti les chaussures de danse. En politique, c'est parfois pareil. Tant que le chef est là, tout le monde répète qu'il n'y a qu'un seul capitaine à bord. Mais dans les coulisses, chacun mesure déjà la taille du fauteuil, vérifie si le costume est bien repassé et regarde discrètement où se trouve la clé du bureau. Officiellement, personne ne prépare l'avenir. Officieusement, tout le monde connaît déjà le chemin du futur bureau. Au village, on appelle cela « attacher la chèvre avant que le marché n'ouvre ». Deuxième observation, les clans politiques ressemblent parfois aux tontines familiales. Le jour où tout va bien, chacun appelle l'autre « mon frère »,« mon camarade »,« mon vieux compagnon ». Les photos sont magnifiques, les sourires encore plus larges que la route Yaoundé-Douala en projet. Mais dès que le vent tourne, chacun commence à compter qui a apporté combien dans la caisse commune. Et là, miracle. Celui qui était « frère » hier devient simplement une connaissance. Celui qu'on appelait « fidèle compagnon » devient « quelqu'un que je connais de loin ». Les amitiés politiques ont parfois la durée de vie d'un sachet d'eau laissé au soleil. Troisième constat, dans nos administrations, on adore les commissions, les cellules, les comités, les missions, les groupes de réflexion et les séminaires. Quand un problème apparaît, la première réaction n'est pas toujours de le résoudre. C'est souvent de créer une nouvelle structure chargée d'étudier la meilleure manière d'étudier le problème. À la fin, il y a tellement de réunions que le problème finit parfois par mourir de vieillesse avant d'avoir trouvé une solution. Chez nous, on dirait, le dossier voyage plus que son propriétaire. Quatrième point,
La communication officielle est un article. Au Cameroun, certaines phrases mériteraient d'être enseignées à l'université. La situation est sous contrôle. Cette phrase est extraordinaire. Elle peut vouloir dire absolument tout, ou absolument rien. Elle peut être prononcée quand tout va parfaitement. Elle peut aussi être prononcée quand plus personne ne comprend ce qui se passe. C'est un peu comme le chauffeur de bus qui vous dit « Ne vous inquiétez pas », alors que lui-même regarde le moteur avec un air très inquiet. Cinquième observation. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau marché mokolo de la politique. Tout le monde parle en même temps. Chacun possède une source très proche du dossier. Il suffit qu'une photo sorte pour que les experts apparaissent plus vite que les vendeurs de beignets à 6 heures du matin. Le problème, c'est qu'au milieu du vacarme, la vérité marche tranquillement, sans klaxon. Elle arrive souvent plusieurs jours après les rumeurs. Comme disent les anciens, la rumeur prend la moto, la vérité marche à pied. Sixième point. Les grandes ambitions politiques ressemblent parfois à une partie de football de quartier. Avant le coup d'envoi, chacun est déjà convaincu qu'il marquera le but de la victoire. Mais au fil du match, certains oublient que le ballon est collectif et commencent à dribbler leurs propres coéquipiers. Résultat, personne ne marque, tout le monde réclame un penalty et le public rentre chez lui en demandant ce qu'il est venu regarder. Septième constat, le langage politique adore les grands mots. On ne parle jamais d'un simple problème. Non. On parle de dynamique stratégique, de mécanismes d'optimisation, de synergie opérationnelle, de feuilles de route renforcées. Traduit en langage de quartier, cela signifie parfois simplement « on va encore se réunir ». Et au Cameroun, les réunions sont presque un sport national. On peut tenir 4 heures de réunion pour décider de la date de la prochaine réunion. Huitième observation. Lorsqu'un climat devient incertain, chacun redécouvre soudainement les vertus de la prudence. Celui qui parlait très fort hier commence aujourd'hui à parler doucement. Celui qui donnait des interviews tous les matins devient mystérieusement difficile à joindre. Les téléphones sonnent moins. Les visites se font plus discrètes. Au quartier, on résume cela avec une formule simple. Quand la pluie menace, chacun rentre ses habits avant de conseiller son voisin. Et c'est peut-être la plus grande leçon de toute cette histoire. Les systèmes politiques ne sont pas seulement faits de textes, de palais ou de cérémonies. Ils sont faits d'êtres humains, avec leurs ambitions, leurs calculs, leur prudence et parfois leurs erreurs. Comme le dit un proverbe bien de chez nous, quand plusieurs personnes veulent s'asseoir sur le même tabouret, ce n'est pas le tabouret qui grandit, ce sont les disputes qui commencent. Révélation. Voilà pourquoi, au-delà des noms et des circonstances, ce qui mérite d'être observé, c'est le fonctionnement des institutions, la manière dont les décisions se prennent et la façon dont le débat public évolue. Car au final, en démocratie comme ailleurs, ce sont les faits, les décisions officielles et le jugement des citoyens qui écrivent durablement l'histoire. Conclusion. Résumons, sans trancher ce qui reste incertain. Deux hommes présentés comme les piliers d'un même clan se retrouveraient aujourd'hui fragilisés, chacun par un dossier distinct, dans des circonstances qui restent à ce jour non tranchées par la justice. Un repli stratégique, de la vice-présidence vers un poste économique, semblerait acter, selon plusieurs lectures, l'abandon d'une ambition présidentielle plus large. Et une question de fond demeure. Un clan peut-il être vaincu sans avoir eu, à aucun moment, à affronter un adversaire extérieur? Si ces éléments venaient à être pleinement confirmés, ils raconteraient une histoire vieille comme le pouvoir lui-même. Celle des empires qui ne tombent pas sous les coups de leurs ennemis, mais sous le poids de leurs propres ambitions mal maîtrisées. À vous, maintenant, de vous faire votre propre opinion. Un clan qui range ses meubles a-t-il encore l'intention de garder la maison, ou a-t-il déjà, en silence, fait le deuil du trône? Cette affaire est loin d'être terminée. Pour ne rater aucun développement de ce dossier, abonnez-vous dès maintenant à Kame News et activez la cloche de notification pour être informé dès la prochaine.